Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Olivier, nous allons continuer notre discussion suite à ce que tu nous as déjà présenté, donc à la fois ta compréhension, ton analyse de cette évolution du monde et de cette vision qui est devenue techno-scientifique du monde, avec donc la raison qui a donné la technique qui contrôle le monde et l'émergence du vivant qui nous dépasse. Donc je te propose que nous continuions l'entretien. Est-ce que ça te convient? Allons-y. Voilà, Ça me donc là, nous allons partir sur une autre étape qui est celle de qu'est-ce que toi tu as mis en place, que ce soit peut-être en termes de pratique ou de modélisation, de ce que tu considères comme étant la manière d'entretenir le vivant au quotidien, qui serait quelque chose qui permettrait d'avoir un espoir, une visibilité par rapport à, comment dire? À la sclérose que peut apporter, pardon, la technique qui agit sur elle-même. Heu, vraiment le plus important, c'est de mettre les mains dans la terre pour moi. Hem, voilà, les mains dans la terre au sens de pratiquer le jardinage, au sens large du mot, hein, le maraîchage, l'attention aux végétaux, aux animaux. Heu, donc j'y suis heureux, voilà, c'est ce que ma vie, quand j'étais gamin déjà, je jardinais avec ma maman. Après, j'ai cohabité en ville, c'était plus difficile, mais là, vraiment, je le reprends. Donc c'est vraiment, cette pratique-là, qui est quotidienne, hein, et même en plein hiver, il y a toujours plein de choses à faire dans le jardin. C'est pour moi, c'est vraiment l'antidote à la toute technologisation du monde et je peux, à ce moment-là, regarder la technique à partir, de ce jardinier, gardinier parfois je dis, gardinier, hein, le gardien du jardin, gardinier que je deviens et que je deviens, par, par comment les autres vivants, donc les végétaux, les animaux me forment, m'accompagnent dans cette affaire-là, hein. Heu, donc c'est vraiment c'est vraiment l'expérience de fond que je vis et que donc je dis, hein, à ton invitation. Je pense que si nous ne mettons pas les mains dans la terre au sens précis des mots, avec cette attention de voir comme une graine germe et puis qui souvent ça rate aussi, hein, donc comme la difficulté de la vie, puis, et puis tout d'un coup ça y est, ça explose. Je suis pas à même en fait, hein, de proposer d'autres chemins en fait. Parce que je ressens pas en moi, en quoi moi-même je suis un vivant. Je suis un vivant parce que je participe, de la co-création de la vie. En fait, à travers notre c'est voilà, à travers la alors moi, c'est plutôt les plantes que les animaux, mais bon, il y a beaucoup d'insectes dans le jardin, il y a des oiseaux, il y a aussi quelques mammifères. Mais, je pense qu'aujourd'hui, le monde végétal est bon, est alors, là encore, il y a beaucoup de découvertes et de redécouvertes actuellement, hein, de tout ce monde-là, qui nous fait beaucoup de bien. Nous, on est d'abord des êtres au niveau de ce qu'on mange aussi, hein, donc c'est aussi voilà, je dérive en même temps sur l'alimentation. Donc ça, bien sûr, il y a une production du jardin de différents légumes, de fruits, que je mange et que nous donnons aussi, hein, que nous partageons, que nous échangeons, hein, et que donc cette attention à qu'est-ce que moi je mange en tant que corps vivant, hein, et donc de moins en moins, je ne suis pas encore devenu totalement, végétarien, mais ça va dans ce sens-là assez fortement et que donc, ce lien entre, mon corps de chair qui se nourrit oui, de plantes, de légumes, très majoritairement, avec attention, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est comme ça que j'essaie de sentir la vie en moi, ce mystère de la vie, hein, et donc le sentir et puis là, comme tu me le demandes, ce qui est pas si simple, de pouvoir un peu le conceptualiser, le penser, pour qu'on puisse échanger dessus. Et toi, Christine? Et toi, untel, comment tu fais ça, quoi?
Ah oui, et puis alors ça m'intéresse comment tu fais, comment tu ressens, comment tu penses. Et je pense que c'est ça la grande aventure qui est partie là, ça y est, c'est parti, hein. Et c'est voilà, cette effervescence en fait de cette nouvelle situation de la vie, autour de, voilà, de cette aventure-là donc. Alors, ouais, non, je vais m'arrêter là pour l'instant. Vas-y, je vais te laisser poser des questions. Là, je ne sais pas si c'est pertinent que tu t'arrêtes forcément, mais en tout cas, je sais que la notion de lien est importante pour toi. Il y a la notion de donner entre donner. Voilà, ce que je voulais que tu partages aussi et tu as d'autres, sans doute d'autres modélisations comme ça, c'est qu'on puisse faire cet aller-retour. On est parti de la raison coupée de la vie, on va à la vie, on met l'accent sur l'importance de l'expérience, qu'elle permet. Hem, le fait qu'on soit façonné par la vie qui agit et qui nous agit et si tu peux remonter sur, quelques notions comme ça que tu as pu élaborer, et rédiger pour que les gens puissent s'en saisir, non pas pour que ça soit désincarné, ça ne sera pas le but du jeu, enfin on espère, mais que ça leur donne des clés pour, comment appréhender les choses, tu vois? En t'écoutant là, la notion de fragilité même me vient. Hem, dans la modernité technoscientifique, c'est la vision d'excellence, de performance, de premier de cordée, comme dit l'autre, hein. Dans la vie, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que oui, il y a des fois, je suis vraiment très bien, je suis au top de mes compétences mais ça ne dure pas, hein, et surtout dans un collectif, ça tourne tout ça, hein. Et donc si le collectif, il veut tenir, il faut bien sûr que ils prennent soin de ces différents membres qui, à un certain moment, ne sont pas au top, sont dans une fragilité où, ils ne peuvent pas, quoi, pour des tas de raisons personnelles, relationnelles, ça va pas bien, c'est difficile physiquement, psychiquement, il y a des malades et cetera. Donc ça, je vis ça dans les groupes, hein, et si, je suis attentif à cette fragilité qui un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, eh bien, le collectif, il va tenir dans la durée parce que je vais pouvoir avoir confiance en lui. C'est que quand moi je suis pas au top, je me fais pas sortir, je me fais pas exclure, quoi, hein, et ça d'ailleurs, ça invite le collectif à être créatif, à trouver des solutions quand moi je suis pas tout à fait au top. Donc la fragilité va avec la créativité collective, hein. Or la vie, elle est fragile, elle est à la fois forte et fragile, hein. D'ailleurs, la fragilité n'est pas l'opposition de la force, la fragilité, c'est l'opposition ce que moi je dirais du cristal, quoi. Le cristal où il y a rien qui bouge, quoi. La fragilité, c'est ce qui permet des failles. Donc tout d'un coup des ouvertures par lesquelles la vie jaillit, la nouveauté jaillit. Si dans le cristal, il y a jamais rien qui change, quoi, c'est vraiment la mort. Là où c'est la mort instituée, quoi, hein. Ça bouge plus, quoi, c'est fini. Cette indestructibilité, quoi. Non, la vie, elle est fragile et ça, au moment où j'ai l'expérience d'abord dans ma propre vie, hein, tu vois, là, je suis encore un peu enrhumé, mais bon, mais tout d'un coup, tac, on a des problèmes de santé et il y en a de plus en plus en ce moment, hein, enfin, et notamment le psychique, on le voit bien. Donc la vie, elle est fragile et quand on jardine, c'est vrai aussi, il y a peut-être de choses qui ne marchent pas bien et puis qu'on est à apprendre. Mais, il y a comme cette capacité de rebondir, hein, et bon, ça pose la question de la mort, on pourra peut-être un peu en parler, que la mort n'est peut-être pas la fin de la vie, c'est l'opposition plutôt à la naissance, mais bon, c'est aussi une question importante que la modernité ne sait pas penser, parce que c'est difficile de penser la mort de toute façon. Mais quel est ce lien avec la vie? Bon, donc toujours est-il que quand je jardine, moi j'expérimente, cette fragilité, cette attention, voilà, et qu'on retrouve parmi tous les êtres vivants, y compris bien sûr, les humains, hein, les êtres humains dans leur communauté. Donc voilà, j'insisterai sur cette puissance de la notion de fragilité. Voilà. Qui provoque de la solidarité, qui provoque de la créativité, qui provoque de la confiance, qui provoque, du oui, de l'interaction, du lien entre tous les vivants, quoi, hein. De la coopération, ouais, c'est un mot qui bien sûr, c'est un concept qui est très, très important et la vie elle est plus coopérative que compétitive, hein, je le pense. Parfois il y a de la compétition, mais il y a d'abord de la coopération pour tenir le coup, hein, dans l'endurance avec les événements qui nous tombent dessus, heu et que sans coopération, on ne peut pas tenir, quoi. Coopération dans une même espèce ou interespèce, hein. Et c'est vraiment ce qui s'observe, parce que moi je vois, mais c'est ce que les biologistes, les éthologues nous racontent, hein, ça me va très bien. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais déjà dire, sur ce nom de fragilité que je voudrais insister, qui est pour moi,
quelque part incompatible avec une vision de toute puissance et de toute maîtrise technoscientifique, quoi. C'est l'inverse, quoi. Parfait. Est-ce que ça donne lieu, est-ce que ça permet d'aller sur, une autre notion qui t'est chère? La notion d'espérance, tiens, tu vois, qui m'est chère aussi. Alors je l'espérance n'est pas l'espoir. Je vais ma définition pour moi. L'espoir, c'est on reste dans une vision rationnelle, large mais rationnelle du réel. C'est-à-dire que l'espoir, c'est il se passe des choses, on doit trouver des solutions et je reste dans un domaine de toute ma pensée un peu rationnelle, moi et dans un collectif et donc j'ai l'espoir que nous allons y arriver rationnellement, en allant chercher toutes nos ressources, on va y arriver, quoi. L'espérance, c'est, non, l'espoir marche pas, quoi. C'est qu'en fait, rationnellement, ça passe pas. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui collectivement, hein. Aujourd'hui, donc la solastalgie, l'éco-anxiété est totalement légitime. Ça passe pas, quoi. Rationnellement, ça passe pas, hein. C'est la catastrophe qui est là et qui va effondrer tout. Oui, je pense que si on reste dans une vision rationnelle du réel, c'est juste de penser ça. L'espérance, c'est dire que le réel n'est pas que rationnel, hein, puisqu'il y a quelque chose qui échappe et qui est du côté de la vie, hein, et que donc, si moi, je m'inscris dans cette dynamique-là, moi et nous, bien évidemment, parce que dans la communauté des humains, de plus en plus d'humains, là, il y a comme une performativité, je dirais, de l'espérance. C'est que oui, nous ne voyons vraiment pas comment nous allons trouver une solution. Mais si nous croyons, au sens de nous espérons que oui, par la vie qui nous traverse et qui est quelque part plus grande, plus forte, plus intelligente que nous, des solutions arrivent, quoi. Mais pour ça, il faut que voilà, je rentre dedans, j'expériencie que c'est possible. Donc cette notion d'espérance, elle est bien sûr, elle est pas mathématisable, donc c'est pour ça qu'elle est vue du côté spirituel, ce qui est le cas, hein, d'ailleurs, mais qu'elle est pas acceptable quelque part. Donc c'est pour ça que c'est l'espoir qui reste dans une vision rationnelle, mais qui à un moment donné, bah, ça ne marche pas, quoi. Aujourd'hui, les indicateurs sont au rouge, continuent de rougir, on continue les bêtises. Oui, c'est la cata qui vient, mais pas seulement. Il y a, voilà, dans les marges de la nouveauté, comme je disais, qui nous enthousiasme de nouveau autour de cette co-construction de la vie, cette co-participation de la vie, hein. Donc cette notion d'espérance me paraît aussi importante, et d'ailleurs dans une communauté, je dirais entrepreneuriale, hein, dans une entreprise, on va prendre ce mot-là tout simplement, eh bien si, les membres de cette entreprise, devant les difficultés qu'ils rencontrent et il y en a beaucoup actuellement, il n'y a pas cette espérance collective qu'on va trouver des solutions alors qu'il nous tombe des tas de tuiles sur la figure, eh bien on la trouve pas. Mais si on a cette espérance, la magie se passe, quoi. Et ça, voilà, c'est ça qui me paraît intéressant comme notion, très importante des temps qui viennent, oui. D'accord, donc ce que tu appelles, espérance, c'est, déjà, c'est une distinction avec l'espoir qui serait, quelque part encore contrôlant, ce que tu disais. Et là, c'est une espérance, c'est-à-dire d'être, traversé par la vie, de co-construire avec elle et d'être confiant que des solutions vont advenir, qui peuvent passer par moi au sens de mes mains agissantes ou qui peuvent passer par un collectif humain. Mais c'est simplement parce qu'on observe que dans le vivant, heu, à chaque fois ça rebondit, alors que nous, humains, pas toujours. Et donc ça te conduit à quelle nouvelle notion? Hem, la notion de sérendipité me vient, que je pense que les auditeurs connaissent, de plus en plus, donc ce mot intéressant, hein, sérendipité, ça vient, je pense que la plupart le savent, d'un conte, persan du début du XIVe siècle, hein, le conte des 3 princes de Sérendip. Sérendip, c'est le nom de l'île de Ceylan, hein, qui leur arrive des aventures, où ils ne devraient pas s'en sortir, quoi. Puis ils finissent par trouver des solutions, justement en faisant feu de toutes leurs intelligences, hein. Enfin, il y a plusieurs versions du conte. Donc cette histoire-là, elle traverse toutes les cultures, hein. Ulysse, on va dire, c'est vraiment quelqu'un de très sérendip aussi, hein, avec toutes ses multiples intelligences. Donc je pense qu'effectivement, la sérendipité, c'est l'accueil de l'inattendu avec intérêt et joie, quoi. C'est de se mettre en situation de confiance intérieure, personnelle et collective, que nous allons trouver des chemins parce que nous sommes attentifs à ce qui va surgir de la vie, des événements qui sont inattendus, heu, dans lesquels je suis attentif. C'est pas pour ça qu'il faut être complètement, bah, je peux avoir aussi des visions quand même que j'essaie de tenir, quoi. Mais néanmoins, je me laisse, voilà,
me laisse incliner par les événements qui montent. Je suis attentif à ce qui se passe, que je suis hyper présent au monde, quoi. C'est ça aussi la question de la présence, au sens avec un P majuscule, de l'attention avec un A majuscule, à toutes les entités autour de moi, parce que nos audiences, en fait, elles sont très étroites. Je suis très rarement présent et attentif. C'est ça la par rapport à ce que disait la première rencontre, la Zoé, quoi, ce vivant avec un V majuscule, c'est tout être tout présent et tout attentif. C'est ça le chemin, à mon avis, fondamentalement, de la croissance humaine. Hem et donc dans cette capacité de presque de provoquer l'inattendu. Enfin bon, moi, ça je vais peut-être un peu loin, mais en tous les cas, d'être dans cette situation de dire: «Oui, j'écoute, je regarde, nous regardons, nous écoutons ce qui surgit et nous, voilà, nous faisons avec, nous coulons avec, nous construisons avec». Et donc là, à ce moment-là, c'est pas, voilà, une vision dire d'une performativité, qui est, j'ai un projet, je veux absolument tenir le projet, j'ai fait mon bureau d'études, il a dit ce qu'il fallait faire, on n'en dérogera pas. Ça bon, ça finit par casser, quoi. Voilà. Donc c'est cette écoute-là, qu'on met en débat, hein, qu'on met en travail. Là aussi, il y a du débat critique qui vient, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit plusieurs aussi, hein. Donc ça, c'est peut-être une chose que toi tu connais mieux, de comment trouver une décision commune dans ce qui se passe, quoi. Mais à partir fondamentalement d'une attitude intérieure et philosophique et spirituelle, de dire: «La vie me parle par les événements qui surgissent et qu'est-ce qu'elle me dit que j'avais pas encore vu, quoi?» Et qui finalement résonne en moi, hein. Parce que je suis en fait beaucoup plus grand que je ne croyais. Et c'est par les événements qui m'arrivent que je découvre que je suis plus grand que je ne croyais. Mais si je les écoute pas, ben je reste petit, quoi. Je reste moins vivant. Voilà, cette troisième notion de sérendipité. Alors je continue à tirer le fil et ça t'amène encore à quoi? Quelle autre notion aurais-tu envie de partager, hem, qui procède de cette, compréhension du vivant par l'expérience, que tu as envie de transmettre par, une modélisation pour qu'elle soit appréhendable Mmh. et agissante? Bon, là, je suis en train de parcourir ce que moi j'appelle des valeurs émergentes, hein, ou plutôt réémergentes. Valeurs au sens latin du mot, de valeur, de force de vie, d'énergie de vie profonde. Donc tu vois, donc espérance, fragilité, sérendipité. Il y en a une autre qui me vient, là, c'est, ce que j'appelle moi l'individuation. Alors c'est une notion que j'ai pas inventée, hein. Heu, Jung en parle beaucoup, même si moi je me suis pas forcément nourri à Jung, mais je pense que c'est important ce qu'il en dit. Cette notion d'individuation, c'est-à-dire que de singularité, toujours en devenir. J'ai toujours eu un problème avec le mot «être», moi. C'est pour ça que je suis peut-être, en fait, assez oriental de ce point de vue-là, parce que dans les langues, dans le chinois, que je ne connais pas bien, me dit-on, il n'y a pas le verbe être, hein. Donc comment peut-on penser sans verbe être? Sachant que, le verbe être, c'est le trésor de la langue grecque, hein, et ce qui va fonder la philosophie, hein, et ce qui va lancer effectivement toute l'immense travail philosophique de découvrir ce qui est de ce qu'est l'être, de ce qu'est la permanence, quoi. Or, j'ai toujours eu du mal avec cette notion de permanence, puisque la vie, elle est quand même beaucoup dans la toute nouveauté tout le temps, quoi. Ça bouge le mouvement, ça bouge tout le temps. Il y a la permanence, il est toujours mise voilà, non, c'est ce qui est impermanent qui me paraît, le plus important. Donc ça, c'est vraiment une vision assez extrêmement orientale. Donc l'individuation, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est devenir qui je deviens, plutôt d'être qui je suis, tu vois? Je fais la différence. Donc c'est plutôt le devenir et devenir qui je deviens de façon singulière. Donc là, après notre interview, Christine, je ne serai plus le même. Mais ça, c'est vachement chouette. Alors effectivement, il y a quelque chose en moi qui demeure, mais ce qui m'intéresse plus, c'est les situations, elles choisissent. Je choisis plutôt moi ce qui devient plutôt que ce qui demeure. C'est des choix, hein, et les cultures, elles sont pas les mêmes. Elles sont toutes magnifiques, mais elles sont pas les mêmes. Donc je pense que dans les temps qui viennent, c'est ce qui devient, ce qui est en mouvement, ce qui vit, ce qui se crée, qui va nous intéresser davantage. Bon, on est aujourd'hui encore sur un socle où la philosophie de l'être, l'ontologie reste forte, hein. On verra après, effectivement, si on est que sur le devenir, l'horizontalité, ça va effectivement sans doute pas bien marcher non plus. Mais aujourd'hui, on est tellement, je dirais, construit sur de la verticalité au fond, et sur de l'être, qu'on peut un peu laisser tomber le truc, quoi, pour un moment, hein.
Et puis on verra bien plus tard. Donc c'est un peu une vision un peu masculine aussi versus féminine, hein, enfin on pourra aussi parler de ça. Donc ce devenir et donc l'individuation, c'est, ben, devenir qui moi je de que qui je deviens, par l'interaction. Là encore, si je reste isolé dans mon coin, je bouge pas, quoi. C'est bien par l'interaction, par les relations, parce que toi aussi, Christine, tu deviens qui tu deviens. Ma chienne aussi, elle devient qui elle devient et c'est dans ces interactions-là que à la fois chaque être, chaque entité devient, mais en même temps notre collectif aussi. Donc il y a aussi un devenir des communautés. Il y a aussi une réalité des communautés humaines et des communautés des humains et des autres vivants. Donc c'est ça moi qui me paraît très intéressant, donc de devenir qui je deviens dans cette individuation, dans cette interaction et c'est mon job. C'est-à-dire que si moi, Olivier Frérot, je ne deviens pas qui je deviens, ben, j'ai perdu mon truc, quoi, je cloche, quoi. C'est cloche évidemment pour moi, mais c'est cloche aussi pour toi, Christine. Et si toi, tu ne deviens pas davantage Christine, c'est cloche pour toi, mais c'est aussi cloche pour moi, quoi. Tu vois? Et donc là, il y a comme une convergence de s'individuer les uns les autres dans des communautés, parce que nous sommes des êtres très, très, très sociaux, nous les humains, qui aussi s'individuent et se transforment en permanence, quoi. Cette histoire de transformation. Et cette attention-là, euh, ça me suffit, quoi, pour nourrir ma vie, à la fois dans l'expérience, mais aussi là, dans la pensée. Voilà, nouvelle notion. Eh bien, écoute, en tout cas, merci de partager aussi, cet élément. Effectivement, les structures profondes dans lesquelles on s'inscrit, qu'on soit conscient ou pas de la philosophie, conscient ou pas des spiritualités qui nous constituent. Néanmoins, effectivement, ça nous invite à quelque chose. J'avais fait un ouvrage sur, réussir le changement et précisément, j'ai tout un chapitre sur le Tao, parce que pour moi, c'était évident que, heu, le côté, monolithique de nos approches sur le changement sont juste, profondément, une aberration par rapport à ce qui est. C'est comme l'agilité en mode, Lean ou Scrum, c'est-à-dire, voilà, on va vous parler d'agilité, mais c'est tout processé de A à Z et c'est comme ça qu'on fait. Et ça m'a toujours questionnée. Alors je dis pas que ça soit pas intéressant, ne comprenons pas, mon propos comme étant, c'est exclusif et c'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je trouve et c'est ce qu'on est en train de faire, hein, c'est comment est-ce qu'on peut embrasser ce vivant et le mettre avec des mots pour que ça soit partageable, pour que ça soit compréhensible et transmissible, donc ça procède de la même logique. Simplement, comment faire pour ne pas l'enfermer? Voilà, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a nommé, comment faire pour que, le les mots que nous utilisons et derrière les méthodes ne soient pas en train de le scléroser et de l'empêcher. C'est par ailleurs ce que j'adore de la langue, hébraïque et c'est pas la seule, hein, la langue chinoise, c'est pareil, c'est tu pars d'une lettre hébraïque ou tu pars d'un idéogramme et c'est une foison de sens. Tandis que nous, bah, c'est, l'être et le néant et voilà et c'est des lettres. Alors je dis pas que ça n'évoque pas des personnes qui ont pensé le sujet et on va faire des dissertations sur le contenu, mais ce qui est quand même fascinant et magique, c'est de supposer que un mot est constitué de lettres ou d'idéogrammes, selon les voilà, les racines, qui vont fournir une floraison de possibles, déjà. Donc avant de répondre à la question, bon, je prends l'être et le néant parce que tu parlais d'être, mais ça peut être, l'être et le non-être, enfin peu importe et de se dire avant de répondre à la question: «Qu'est-ce qu'il y a dedans?» Voilà et quand on s'arrête déjà sur le E, sur le T, enfin bref et qu'on y passe déjà 1 heure, la réponse à la question, elle est presque conclusive, en fait. Donc ouais, ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que ça vient, tu l'as déjà mentionné, les différentes langues vont nous amener à différentes manières de penser. Donc ça nous permet d'appréhender le réel justement avec cette diversité. C'est ce que je trouve si dommage des traducteurs automatiques, qui sont évidemment pratiques quand on doit rendre un article dans 1 heure, dans une autre langue. Mais ne pas faire l'effort d'aller connaître une autre langue, c'est se priver d'une plasticité intérieure phénoménale. C'est-à-dire que, ça nous ouvre des champs incroyables et d'ailleurs, j'ai remarqué, enfin, en tout cas, je parle pour moi,
mais je l'ai entendu aussi chez d'autres. Je n'ai pas la même voix selon la langue que je parle. C'est quand même incroyable, je parle pas avec la même voix, la même accentuation et cetera. Donc on voit bien qu'il y a des composantes internes qui vont se mobiliser derrière. Tandis que si je fais traduire par, DeepL et qu'ensuite j'ai une IA de ma voix, eh bien, il y a plein de choses qui vont disparaître et la langue, c'est la rencontre de l'autre dans sa grande globalité, c'est la rencontre de l'autre, c'est un voyage vers l'autre déjà, puisque je rentre dans une autre manière de penser. Tu le disais tout à l'heure, on va avoir des langues qui vont être plus conceptuelles, d'autres qui vont être plus lyriques. Donc ce que je veux dire, c'est que rien que d'apprendre un mot et de le changer de langue, on est déjà dans une altérité dans sa tête tout court. Il y a déjà plusieurs personnes qui pensent parce que, les cadres sont différents. Donc après quand je m'adresse à une autre personne, ça va faire, une foison d'altérité qui rencontre une foison d'altérité. Et pour revenir à ce que tu disais sur être et en devenir, eh bien comment on évite d'être dans la «cis», dans quelque chose qui est complètement enfermant, structurant, contrôlant, et qui permet pas de bouger et d'être dans le tout vivant et organique. Et en même temps, la transmission, est une véritable question. Comment est-ce qu'on va, transmettre ces clés du vivant si, on n'a pas quelques mots pour en parler qui vont à un instant donné figer comme une photo le réel qui est en devenir? Parce que si c'est tout le temps devenir, on va nous dire: «Bah, alors du coup, on peut rien faire puisque ça bouge tout le temps, donc on s'assit, on s'assied, on contemple et tout va bien». Et non, c'est ce paradoxe peut-être de notre moment aussi, en émergence, où on va, à la fois, être dans cette observation du en devenir, être consubstantiel et co-créateur de ce en devenir et en même temps mettre quelques éléments qui vont permettre de le saisir un instant, d'en faire des photos pour en parler. Je laisse réagir. Oui, 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 il y a besoin d'un moment de stabilité et c'est effectivement tout ce paradoxe-là qu'à la fois il y a de la stabilité, mais qui ne doit pas être, comment dire? Bloquante. Et en fait, donc il y a de la stabilité, on met donc de la stabilité pour notamment, bah, pour parler, mais il y a en fait, il y a des nouveaux événements qui arrivent et qui déstabilisent. Et la sérendipité, c'est cette attention à: «Ah, je fais attention à ça». Alors on peut pas faire attention à tout parce que ça bouge tout le temps autour de moi, partout, quoi. J'exploserais si j'étais attentif à tout, quoi. Néanmoins, j'agrandis ma sensibilité, à ce qui se passe et collectivement mais effectivement, pour pouvoir partager quelque chose à nous sommes des êtres de langage, hein, nous les humains, enfin, il n'y a pas que les humains qui ont du langage, mais nous particulièrement, enfin nous aujourd'hui, c'est ça qui est assez intéressant. C ce qui est entre les humains et les autres vivants, c'est de plus en plus flou les limites. Mais comme si tous les autres avaient aussi des choses, mais nous, on est voilà, on est plus des êtres de langage que d'autres, on pourrait dire ça aussi. Et donc, dans les êtres sociaux que nous sommes, c'est par le langage qu'on peut effectivement, quelque part, se mettre d'accord pour décider des choses. Donc là, une question politique, parce qu'il y a plein de difficultés, de contradictions, donc il y a des choix à faire, hein. Et c'est dans ce débat-là qu'effectivement, que là, on rentre dans des choses qui sont plus connues, hein, mais donc dans ces débats, mais tout en laissant advenir dans le débat des surgissements inattendus. Et c'est ça et nos institutions actuellement ne peuvent pas faire ça, quoi. Elles ont pas été faites pour ça. Donc nos institutions, qui sont fondées sur une vision plus rationaliste du réel, elles sont handicapées. Elles comprennent pas pourquoi d'un coup il y a des événements qui sont totalement imprévus, qui surgissent et qui déstabilisent profondément les sociétés, ce qui se passe actuellement, hein, à toutes les échelles. Voilà. Donc c'était question de stabiliser oui, mais pas trop dans ce déséquilibre-là, que c'est délicat. Mais je pense que si on est de plus en plus, je dirais, musclé là-dessus, ça devient vachement plus intéressant, quoi, hein. À plusieurs, hein, toujours je reviens toujours dans le fait d'être à plusieurs. Hem, voilà ce que je ressens. Hem et je pense que nos institutions, là, on pourra peut-être en parler un petit peu, ne peuvent pas le faire. Elles ont pas été faites pour ça. Elles ont été faites pour stabiliser, c'est le mot institution, le ST, hein,
qui est dedans, hein, qui est stable, hein, qui vient du verbe être, hein, ist en allemand, stand en anglais, c'est le fameux donc le radical indo-européen de l'être, en fait, hein. Et les institutions sont faites pour stabiliser les choses parce que c'est quelque part, c'est trop insécurisant, quoi. Donc oui, on a besoin d'institutions pour stabiliser, mais pas trop, voilà. Or, dans la fin d'une civilisation, comme on le vit en ce moment, la fin de la modernité, il y a un excès de stabilisation et qui vient maintenant de la réaction, hein, ça devient réactionnaire, donc par violence, remettre les événements du monde dans une vision connue, dans du connu. Et que donc à ce moment-là, ben, on empêche la vie de pouvoir proposer des nouveaux chemins, hein, puisque les nouveaux chemins, ils sont justement inconnus. Voilà. Donc cette question de stabilisation, d'institution, je ne sais pas si tu veux qu'on aille plus loin dedans. Et donc nous sommes en train d'inventer des nouvelles institutions. C'est ça, moi, m'intéresse énormément et on n'est pas très nombreux là-dessus parce que c'est vraiment difficile. On ne l'a jamais vu cette affaire-là. Qui sont à la fois des moments où on peut effectivement stabiliser, mais pas trop, quoi, pour se laisser ouvrir au surgissement permanent de la vie. Bah, oui, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être, que tu puisses détailler, ça, c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu mets en place heu, sur cette réponse-là? Puisque si c'est trop institutionnalisé, c'est sclérosant, enfermant et ça laisse pas la vie passer et comme nous ne sommes pas structurés, enfin en tout cas aujourd'hui, pour l'appréhender, le risque c'est que si on regarde trop, quand c'est organique, bah, ça devient, enfin le risque c'est que ça soit le bazar et que tout ce qui est de l'ordre des organisations et des institutions rejettent la proposition parce qu'elles la sentent incompatible avec leur mode de fonctionnement. Donc est-ce que tu as trouvé, des interstices et si oui, lesquels en termes de comment faire? Donc là, je vais être un peu radical. Je veux dire que les institutions publiques que nous avons ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont été construites dans une vision de toute maîtrise, rationaliste, donc idéologique, enfin, du rationnel poussé à l'idéologique qui devient du rationalisme et que donc, elle ne peut pas le faire, quoi, tout simplement. Par contre, dans les marges, dans des communautés humaines, s'inventent en ce moment des nouvelles règles de décision, règles de vie, des nouvelles éthiques, à quoi on est attentif, qu'est-ce qui est important pour nous et comment on le fait et qui sont pour moi l'émergence de nouvelles institutions. Enfin, pour le dire autrement, une institution est liée à une civilisation, elle naît, elle se développe et elle meurt avec la civilisation dans laquelle elle se trouve et des nouvelles apparaissent. Et je pense qu'on est dans ce moment-là. Il y a pas beaucoup de gens qui disent ça, donc j'aimerais vraiment mettre ça en débat, hein. Ce qui veut dire que les institutions en fin de période, elles se durcissent parce qu'elles sont leur fondement même, on va prendre leur ADN pour des mots contemporains, leur ADN ou leur logiciel, leur fondement tout simplement, philosophique, idéologique, c'est tenir les valeurs principales de cette civilisation. Donc pour la modernité, c'est la rationalité. Donc ce qui sort de la rationalité, je ne veux pas le savoir. Donc elle ne peut pas l'accueillir au niveau des actions collectives, hein, au niveau nombreuses, hein. Et c'est ce qui se passe. Et donc elles deviennent de plus en plus violentes pour forcer le réel à rentrer dans ces catégories-là, et donc faire du mal à la vie, quoi. Bon, c'est ce que j'observe, me semble-t-il. Bon. Par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est ces nouvelles on a besoin d'institutions pour les raisons que tu as dit et pour éviter la guerre civile. Parce que comme on a des avis quand même un peu différents, nous sommes des êtres différents, qu'est-ce qu'on partage vraiment au fond? Qui fait qu'il y a du commun de fond, au moins philosophique et spirituel, sur lequel on va pouvoir bâtir des décisions pour trouver des solutions aux questions qui nous assaillent, quoi, hein. C'est ça notre affaire, aujourd'hui avec tous les humains. Donc déjà, les institutions qui vont arriver vont inventer des façons, de faire que les autres vivants soient présents dans la façon de décider. De ce point de vue-là, il faut plutôt aller voir du côté des peuples premiers qui n'ont pas tout à fait perdu le fil, hein. Comment ils font? Bon, je dis pas faire pareil, mais au moins comment ils font parce qu'on est aussi on hérite de notre modernité et on va pas tout mettre à la poubelle. Donc on va pas revenir comme les peuples premiers, mais on se nourrit et on va se nourrir au sens profond et on va essayer de métisser des choses. Donc comment dans nos institutions qui arrivent, les autres vivants sont présents? Donc une grande question qui est très nouvelle, quoi, hein. Il y a plusieurs réponses déjà qui sont un peu posées, qui parlent au nom de si effectivement dans ces institutions, on doit parler au sens de la parole, très anthropocentrique quand même, comment ils parlent les autres, quoi? Qui les fait parler? Quels humains les représentent? Et c'est là où, il y a bien sûr la parole,
mais il y a pour je dirais, on est du côté du sentir, c'est-à-dire c'est par mon intériorité que je peux essayer de sentir, je peux utiliser ce mot-là, ce verbe-là, ce que, bah, d'autres êtres appellent. Et de fait, dans mon jardin, je reviens un peu là-dessus, ce que je ressens, c'est que les autres, les végétaux, ils me disent pas, «Disparais de là, toi humain, hein, tu fais que trop de bêtises». Non, non, ils disent: «Toi humain, fais ton boulot, fais croître la vie, quoi». Enfin, c'est ce que je ressens. Alors après, je peux essayer de penser, hein, mais c'est d'abord dans mon intériorité, dans mon intuition, dans mon voilà, j'essaie de me mettre en relation, hein, profonde. Alors il y a quelques méthodes, hein, qui sont expérimentées par différents groupes aujourd'hui, de c'est pas ça peut être embrasser les arbres pour dire les choses très, très bête très, très simplement, mais il y a beaucoup de choses beaucoup même pas mal de façons de se mettre en relation rationnelle, hein, non rationnelle, hein. Voilà et donc voilà, des nouvelles institutions et je pense que c'est ça, c'est très intéressant parce que si nous les humains, on n'est plus tout à fait au centre du dispositif, on devient plus humble et des nouvelles solutions apparaissent, quoi. Ça, c'est vraiment mon expérience aussi, on a fait avec d'autres, des amis, ce qu'on appelle les assemblées de la forêt, où on a des décisions à prendre parce qu'il y a des problèmes, il y a des questions difficiles qui nous arrivent, hein, même dans un petit groupe, hein. Eh bien, si dans mon cercle de décision, j'accueille d'une façon il y a des méthodes effectivement qui s'inventent, la je vais l'appeler la parole, ou l'appel, on va dire ça aussi, des autres vivants vers les humains, qui demandent aux humains de faire vraiment leur job d'humain, c'est de faire croître la vie. Ah bah oui, des choses apparaissent, quoi. Ah ça, c'est trop chouette, quoi. Effectivement, les institutions aujourd'hui de notre société ne peut pas faire ça, quoi. Si on demande au parlement, français de faire intervenir, la voix des forêts, la voix des fleuves, la voix de telle espèce, quand on délibère sur des lois, ils sont complètement barrés, quoi. Oui, et oui, ils peuvent pas, donc tac, donc ça ils vont pas y arriver, quoi. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui au contraire, il y a même on voit bien, hein, comme une régression, mais cette régression par rapport notamment à l'écologie qu'on observe en ce moment, pour moi, elle est logique. Parce que ça peut pas le faire, quoi. Il y a des humains qui peuvent le faire, mais globalement, l'institution, elle peut vraiment pas le faire. C'est pas son taf, quoi. Elle a pas été faite pour ça et donc elle devient de plus en plus dure, quoi. Voilà un peu une interprétation que je fais. Alors je te remercie pour, un petit point dans les différents points. Tu as dit, comment est-ce qu'on fait parler, ces vivants? Et tu as dit, bah, par exemple, embrasser les arbres. Alors j'ai compris que tu faisais référence aux grands champs, dont on peut voir des traductions par le travail qui relie et cetera. Et là, on a une extrême vigilance à avoir pour, en étant partie de bonnes intentions qui est d'écouter, le vivant et de le faire parler, de ne pas avoir encore une approche, hem, centrée sur nous-mêmes parce que embrasser les arbres, pour moi, c'est juste la plus grande hérésie qu'on ait trouvée. Et juste, est-ce qu'on peut juste leur foutre la paix et les écouter, tu vois? Donc c'est un véritable apprentissage de l'invisible, qui veut dire que c'est un apprentissage aussi de nos égos et de nos désirs. Donc je vais pas amener les gens dans la forêt, puisque je le fais, hein, avec, bah, voilà, il me plaît, j'y vais. Non, 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 on se calme, on calme son désir égotique, on calme les, quelques milliers d'années de contrôle sur le vent et on écoute. Ce qui veut dire qu'on reconnaît que l'autre a une aura, comme nous-mêmes on en a une, c'est-à-dire qu'on n'apprécie pas, que quelqu'un vienne nous toucher ou soit trop près. Il y a des zones d'intimité qui sont certes, mentionnées, culturellement et socialement, mais il y a quelque chose de très physique, qui est lié à des tas d'autres facteurs, mais où on n'est pas à l'aise à avoir un autre vivant trop près. Alors après, ça dépend des personnalités, il y en a qui apprécient plus que d'autres, mais et donc, je m'empresse d'aller embrasser un arbre. Est-ce qu'on lui a simplement demandé? Donc on a quelque chose à restaurer du côté de l'altérité avec les autres êtres avant de savoir si on les fait parler et si on les embrasse. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, à chaque fois que je vois des stages, du travail qui relie pas forcément dans son essence, mais dans toutes les interprétations néo-chamaniques et autres, où les gens, font 2 jours de tambour et hop, ça y est, ils savent faire et ils sont néo-chamans et les autres, ils voient un arbre, ils sont collés dessus. Je me dis: «Bon, bah, ça y est, et c'est encore n'a rien compris, quoi». Voilà, ils ont encore rien compris et c'est encore et toujours
cet ego contrôlant qui, a juste changé d'objet. Parce que si vraiment on se met à l'écoute des autres règnes et alors là, on le voit plus facilement avec les mammifères parce que le végétal ne peut pas bouger a priori. Donc malheureusement pour lui et pour moi, c'est le règne qui est le plus malmené aujourd'hui à cause de ça, c'est que, heu, il ne peut pas partir. C'est-à-dire quand il a pas envie de nous voir, il peut pas s'enfuir. Un mammifère va nous le dire. Alors un chien, oui, un chat beaucoup plus et donc j'arrive vers le chat, je prends les animaux les plus proches, hein. J'arrive vers le chat avec un super cadeau, c'est la super pâtée que je veux lui offrir. Bah, c'est juste qu'il a pas envie, c'est pas son moment et peut-être qu'il est envoyé, promener et le chat est je trouve heu, est un grand maître sur la relation à l'altérité animale et donc par extrapolation à l'altérité de l'autre dans un autre règne. Ce que le chien montre moins, parce que le chien est quand même beaucoup plus, hem, fidèle, servile, docile et puis il était tellement domestiqué pour le devenir, voilà. Mais je trouve que ça, si j'arrive en fait, on devrait faire une méthode chat. C'est-à-dire que, si j'arrive à converser avec un chat mais un cheval, c'est pareil, hein. Un cheval, si on y arrive avec une intention égotique, on n'arrive à rien, hein. Donc, je pense que si vraiment on comprend que l'autre est un autre qui se rencontre et on commence par le rencontrer en l'écoutant, en l'observant, voilà, ça serait une espèce de nouvelle permaculture sociale. Hem, alors on a quelque chose qui est un espace entre, toi et moi pour que quelque chose se passe. C'est pour ça que j'ai remis, au goût du jour le vouvoiement, parce que pour moi le vouvoiement me permet de décider quand est-ce qu'on se tutoie. C'est-à-dire que je vais pouvoir laisser un espace entre toi et moi pour qu'on décide de se rencontrer et pour moi, le tutoiement systématique, c'est l'écrasement de l'altérité, au prétexte d'une familiarité qui est plus pratique, du fait qu'avec internet, on coopère, on est tous pareils, donc un relativisme qui pour moi, heu, abîme l'altérité. Si Olivier, je te demande alors nous, on a une antériorité, c'est pour ça qu'on se tutoie maintenant, mais on a une antériorité où il y a eu un moment, on s'est dit «vous» et puis il y a un moment, on a décidé d'aller vers le «tu» parce que pour X raisons. Je ne vais pas détailler le pourquoi. Chacun va avoir ses critères qui lui font dire: «Ah, maintenant, il y a une proximité que j'ai envie de créer» et ben, j'estime qu'on doit faire pareil avec les arbres et les pierres, n'en parlons pas. C'est de c'est d'avoir ce vouvoiement de principe. Je te vois, je m'émerveille, j'ai envie de te rencontrer, est-ce que tu veux bien? Et que tu parlais d'humilité et quand vraiment on est à l'écoute et ben, on peut entendre l'arbre qui dit: bah non, j'ai pas envie» et ça va venir travailler notre désir qui est, bah, c'était pas possible, je paye un stage pour aller dans la nature embraser les arbres, pas possible d'entendre le non. Bah si, quand même. Voilà, donc ça me faisait, réagir avec cet élément-là sur la véritable, rencontre et par contre, ce que je loue, c'est que ça existe déjà. C'est-à-dire que en fait, je pondère mon propos, c'est que par rapport à un moment de notre histoire de civilisation où nous contrôlions et dominions totalement tout ce qui était vivant, aller vers, ces balbutiements néo-chamaniques et 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 reliance au vivant un peu maladroite, ben c'est déjà mieux que rien. Voilà, donc ça c'est pour moi, c'est comme si on était le petit enfant à 4 pattes qui découvre des nouveaux jouets et qui s'en empare et qui dit: «Ça y est, j'ai tout compris». Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'après le 4 pattes, il y a encore quelques petites années avant de devenir un adulte et tu parlais des peuples premiers, les peuples premiers l'enseignent et ils ont des apprentissages, en tout cas pour les chamans, en dizaines d'années. Je suis plus proche, grâce à Éric Julien, de la connaissance des Kogis, donc ils ont des cycles de 9 ans d'apprentissage. Donc ils peuvent être, voilà, 1er cycle de connaissance, c'est 9 ans, puis 18, puis 21, puis 28. Bon, voilà, donc on voit tout de suite que même 9 ans d'apprentissage sur l'invisible, on est un peu loin quand même. Donc voilà, je reviens sur, ce que tu partageais, à savoir comment rencontrer le vivant, c'est est-ce qu'on s'autorise cet espace d'altérité avec tout type de vivant? Tu vois, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on fait chanter les arbres et les plantes. Donc on arrive avec notre truc qui pince, hein, accessoirement, ça fait mal. Donc on arrive et pof! Sur la plante, et c'est super, ça chante.
On lui a pas demandé si ça lui faisait du bien ou pas, tu vois? On découvre par exemple aujourd'hui que, l'odeur exquise de l'herbe coupée, c'est en fait un concert d'herbes qui hurlent parce qu'on les a coupées, tu vois? Donc on a aussi un biais sur ce que l'on entend et comment on interprète ce qu'on entend. Et si parce que le bruit des uns ou l'odeur des autres nous est agréable, on en déduit qu'ils adorent ce qu'on leur fait. Et peut-être que la plante à laquelle on met un truc qui lui pince la feuille pendant des heures nous dit juste: «Aïe!» Bah, j'en sais rien. J'ouvre les possibles. Sauf que comme elle se met à chanter, puisqu'on a créé un truc qui fait que ça fait une jolie mélodie, on dit: «Oh bah, c'est super, elles adorent ça». Voilà, je te renvoie la parole. Merci pour tout ça. Bah, ouais, tu l'as bien dit. Nous, moi, nous, toi, nous sommes à l'école maternelle. Pas des on disait à 4 pattes, c'est effectivement ça. Aujourd'hui, j'essaie de réapprendre. Je dirais parce que je pense que les humains d'il y a longtemps, ils étaient vraiment là-dedans et les peuples premiers sont plus là-dedans, hein, donc mais je suis vraiment à l'école maternelle, donc je suis tout au début de retrouver ce lien pour effectivement moi j'utilise le verbe de sentir que j'aime beaucoup parce il est premier par rapport à la raison, elle vient après, quoi. Mais je suis d'abord un être de sentir. C'est vraiment, à mon avis, c'est mon fondement. C'est le sentir, c'est même plus que c'est plus profond que la sensation. Bref, donc effectivement, on expérimente plein de trucs en ce moment et c'est chouette comme tu le dis, je partage absolument ce que tu dis et en essai-erreur, toi tu me partages. Là, j'avais pas encore je vois très sur le chat, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, nous, j'ai une chienne, tu vois? J'ai pas de chat, mais c'est vrai ce que tu dis et oui, raconte-moi ton histoire. Comment toi tu fais, toi, Christine? Et toi? Et c'est comme ça qu'on va petit à petit, voilà, s'élargir de connaissances parce qu'on partage quoi? On partage ce goût de la vie, tu vois? Parce qu'on peut être dans nos différences et d'autres éventuellement dans nos désaccords, mais on est accordés sur ce qui nous intéresse et comment on grandit par rapport à la connaissance de la vie et des autres à travers pas le concept, de vie, mais les autres vivants. Alors effectivement, telle plante, tel arbre, tel chat, tel chien, et cetera et cetera. Ça, c'est ça, tu vois? On fait le job, à mon avis, qui est celui qui va être de plus en plus intéressant. Dans nos différences et encore alors les humains dans nos différences critiques, avec notre raison, on va dire: «Attends, toi tu fais ça, mais tu as pas vu que les herbes effectivement, c'est peut-être le voir d'un point de vue inverse» et on va mettre en débat critique, enfin, contradictoire et on va dire: «Bon maintenant qu'est-ce qu'on décide? On la coupe ou pas cette herbe quoi?» Et ça c'est bah oui, ça peut être non, il y a des dilemmes éthiques qui se posent effectivement, mais profondément, qu'est-ce qu'on partage dans l'éthique commune? C'est de faire croître la vie globalement. Alors parfois, il peut y avoir de la mort qui arrive dans cette affaire-là, ou de la souffrance, hein. Mais c'est vrai, c'est exactement ça à mon avis qui devient de plus en plus, très, très mobilisateur quoi pour les humains que nous sommes et là, moi je reprends de la joie, de courage, du peps, de la confiance, que si on partage ça, ben et ce qui est aussi génial là, qui développe le 10 premiers, c'est aussi parce que je porte dans mon sac à dos, je dirais, d'humains, bah, tous mes prédécesseurs depuis des centaines et des milliers d'années, quoi. Alors je l'ai de façon inconsciente évidemment, mais aussi bon, les archéologues, les historiens, me le ramènent, quoi. Les éthologues, les anthropologues me le ramènent et moi je m'en réjouis, quoi. D'avoir pour effectivement, pour essayer de tenter des nouvelles choses, interpréter, apprendre, heu et donc là, c'est voilà, c'est trop chouette, quoi et effectivement, c'est à mon avis, c'est à partir de cette dynamique-là que je peux demander à la technique de dire: «Attends, toi technique, c'est pas la technique pour la technique, c'est plus la technologie pour la technologie, c'est plus l'argent pour l'argent, c'est tous ces moyens-là au service d'une croissance de la vie». Il faut que je sois vraiment ancré et nous soyons pas je, nous, collectivement, de plus en plus ancrés dans cette, culture commune, voilà, cette nouvelle culture, nouvelle civilisation de la vie, qu'on peut espérer, quelque part, remettre la main sur la technique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très mal parti, hein, voilà. Mais voilà et c'est ça que je peux partager. Je vais te proposer peut-être d'aller vers, la conclusion de notre échange. À la suite de tout ce qu'on s'est, dit, hem et de tout ce que tu as eu envie de partager,
Ça serait quoi la pépite de conclusion que tu voudrais, nous donner? Ah! Je vais le redire sans doute, mais ma vocation, j'utilise les mots que je peux, hein, ma vocation, mon sens, d'être humain, Olivier, moi, mais dans l'espèce humaine, c'est de faire croître la vie. Je dis ce petit mot-là peu bon, et que toutes mes décisions, elles ont comme, critère, ça fait croître ou pas et quelle vie, de quel vivant, quoi. Ça c'est ma voilà, c'est ma boussole, je pense que ça va devenir notre boussole collective, de se mettre parce que ça me plaît quoi, ça me réjouit, ça me nourrit. C'est pas une mission de devoir, hein, c'est d'abord, comme une, ça me traverse quoi, et ça nous traverse, tu vois? Toi Christine, voilà, je sais que ça te traverse. Alors on n'est encore pas très nombreux à l'affirmer en tous les cas. Mais comme nous sommes, nous les humains vivants aujourd'hui, nous sommes tous des humains, il y a que ça en chacun d'entre nous, de façon plus ou moins de façon faible sans doute pour certains, mais et je pense que j'ai cette confiance qu'ancré là-dedans, on va y arriver, quoi. Avec les autres vivants, hein, avec les autres vivants, qui travaillent de l'intérieur, effectivement, dans l'invisible, hein. J'ai aussi une croyance aussi un peu ésotérique là, dans d'un travail de fond qui se passe dans l'invisible et qui, à des moments, se manifeste dans le visible et dans, bah, comme on fait là en ce moment, on se à travers la matière, qui est au service de cette, énergie de vie, quoi. Voilà ce que je peux simplement conclure si ça te convient, si ça convient. Oui, ça me convient tout à fait parce qu'en t'écoutant justement, j'étais en train de modéliser, tu vois, une boussole, donc ça correspond bien à ce qu'on vient de se dire. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça, de se rendre compte. Est-ce que alors moi je le mets en termes d'incarnation. Est-ce que quand je fais quelque chose, j'incarne ce que je dis? Et pour moi, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de que je trouvais dommage là, l'effet, d'absorption des nouveaux concepts. Je trouve ça dommage de désubstantialiser en permanence ce qui essaie d'émerger pour nous amener du côté du vivant. Hem, Puisqu'on peut imaginer que toute personne, à un moment donné, est traversée par, une conceptualisation de ce qui l'anime. Alors, s'il y a ceux qui le partagent et ceux qui le partagent pas forcément, donc voilà, c'est formidable quelque part et je me dis: «Mais c'est génial, c'est la vie qui nous traverse et qui fait mettre les mots qui sont les tiens et moi les mots qui sont les miens et ainsi de suite, pour rendre compte de cette vie» et je trouve tellement dommage que nous restions coincés dans cette conceptualisation qui ne circule pas à l'intérieur, au sens de: est-ce que quand, alors je fais un jeu générique, quand je promeus la coopération, puisque là, il y a des dizaines de milliers d'acteurs maintenant sur la facilitation, l'intelligence collective, la coopération. Hem, Est-ce que je le fais en vrai, tu vois? C'est-à-dire que la personne qui va, vendre sa prestation de coopération et qui, dès lors que l'autre, le ou la dérange, lui met un poignard dans le dos, heu, bah, je me dis: «On est loin, quoi». C'est le bac à sable même avant la les 4 pattes, tu vois? C'est de se dire: «Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on en est loin» et quand je dis «on», c'est moi aussi. Bien entendu que si je regarde tous mes comportements depuis que je suis née, voilà, je suis évidemment pas, dans l'incarnation permanente de ce que j'essaie de faire. Par contre, tu parlais d'éthique. En ce qui me concerne, mon éthique personnelle, c'est d'essayer tous les jours de tendre vers ça. Donc je reviens sur la notion de boussole que tu proposes en termes de comportement. Est-ce que ce que je fais, que ce soit dans mes actes avec la terre ou dans mes actes avec l'autre, dans la coopération, je prends ton exemple, hein, ou dans ma famille, avec mes animaux et cetera, et est-ce que je nourris le vivant? Est-ce que je le fais croître? Et dans ma vie à moi, ça sera d'autres façons de le dire, mais c'est pareil et ça va évidemment muscler mon discernement pour dire et surtout ma lucidité et par conséquent mon humilité. Est-ce que je fais ce que je dis? Et cette notion de marcher la parole,
Tu parlais des textes, fondateurs, des spiritualités. Ils nous disent pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que la spiritualité, heu, dans ses essentiels qui sont souvent des gens qui ont été dans l'oralité, peu dans l'écrit, hein. C'est les successeurs qui ont retracé par écrit ce qui a été partagé. Mais si c'est pas du tout pour dévaloriser ce qui a été dit, c'est pour montrer qu'on est à un autre endroit. L'essentiel est peu écrit, l'essentiel est peu détaillé et il tient dans des toutes petites phrases. Par contre, à le vivre, ça prend une éternité. Donc aimer son prochain comme soi-même, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau avec, le Christ le disent et les autres traditions aussi. Ce qui est à la racine de la coopération, ce qui est à la racine de l'entre-donne qui, je sais, est une notion qui te tient à cœur. Mais est-ce qu'on le fait? Tu vois? Donc après, on va tomber sur des tomes, des sommes théologiques de 2000 pages pour expliquer je sais pas quoi et on se noie dans les mots alors qu'il suffisait de le vivre. Ouais, c'est comme la distinction entre espoir et espérance. Est-ce qu'on fait ce qu'on dit tout simplement? Tu vois? Et si on le fait tout simplement, il y a de fortes chances que la mésange chante plus joyeusement. Pardon, excuse-moi, je te laisse le mot de la fin, je te laisse la résonance et ce que ça t'inspire, ce que tu as envie de dire. Beh, écoute, merci beaucoup de ce partage qui m'a invité moi-même à aller un peu au-delà de ce que je dis souvent, hein, plus profondément, peut-être plus oui, plus intimement, mais avec cette confiance de fond, à travers, bon, ton action, de pas mal d'autres en ce moment qui oui, 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 les temps vont devenir difficiles, mais pas seulement. Il y a aussi, des choses magnifiques qui apparaissent, qu'il faut d'ailleurs qu'on s'encourage, qu'on se protège les uns les autres, enfin qu'on s'entraide les uns les autres, hein, pour, voilà, pour que la vie puisse grandir, peut-être un peu encore dans des oasis, mais qui vont grandir, quoi. Et de faire confiance aux événements qui arrivent pour que ça grandisse, quoi. Donc moi je cherche pas à avoir plus d'impact, comme les gens disent, c'est un mot un peu militaire que j'aime pas trop, mais la vie, elle, par elle-même, elle propose cette propagation, voilà, je dirais plutôt ça. Et d'avoir cette confiance-là, en étant fidèle à exactement ce que tu viens de dire. Déjà, moi, dans ma façon de vivre, d'être fidèle et que ça fait agrandir l'ensemble de la nappe de vie, quoi, qui s'agrandit. J'ai cette confiance-là fondamentalement et je pense que ça va le faire. Eh bien, je te remercie, Olivier et j'invite les personnes à aller découvrir, ton blog, tes articles, et tes livres et merci beaucoup pour ce moment, partagé, vivant et vibrant. Merci, tout réciproque, Christine.